Une inversion brutale survient lorsque deux chiffres que tout le monde croyait maîtriser soudain se croisent, l'un s'essoufflant, tandis que l'autre s'emballe et fissure des certitudes construites depuis des décennies. Alors que la croissance que Londres pensait acquise se délite lentement, un arc africain inattendu gagne en cohérence, ses économies alignant énergie, logistique et démographie, d'une façon que peu d'analystes avaient anticipée. Que signifie pour chacun ce déplacement silencieux du centre de gravité économique et pourquoi le nom d'Ibrahim Traoré revient-il si souvent dans les conversations stratégiques qui tentent d'en prévoir l'issue? Une bascule mesurable s'amorce et elle ne regarde plus en arrière. Ce récit ne se contente pas de juxtaposer un Royaume-Uni en perte d'élan et un arc africain en montée de puissance. Il propose une grille de lecture concrète pour comprendre ce que ce basculement implique pour l'emploi, les marges, la stabilité des prix et la sécurité économique de millions de personnes. En quelques minutes, le spectateur identifiera clairement les risques essentiels. Il verra comment une productivité britannique qui stagne, des coûts énergétiques industriels qui dérivent et des flux d'investissement qui se réorientent créent ensemble une zone de vulnérabilité structurelle durable pour les foyers, les entreprises et l'État. Il découvrira aussi pourquoi certaines économies africaines, portées par des corridors énergétiques plus prévisibles, des infrastructures logistiques plus cohérentes et une démographie plus dynamique, captent désormais l'élan que Londres perd peu à peu. Enfin, il repartira avec une série de repères simples et réutilisables pour suivre ce réalignement mondial sans se perdre dans le bruit des chiffres, des discours et des polémiques, et pour replacer chaque nouvelle breaking news dans une trajectoire plus longue qui éclaire vraiment les choix à venir. La première révélation frappe par sa simplicité, un chiffre longtemps minimisé, celui d'une productivité britannique bloquée depuis plus de 10 ans, a cessé de suivre la trajectoire des autres économies avancées. La seconde, tout aussi discrète mais décisive, apparaît dans la courbe des flux d'investissement qui s'infléchit silencieusement vers le sud, bien avant que les fermetures d'usines ne deviennent visibles. C'est à partir de ce double signal que l'écart structurel commence à se dessiner. Une économie qui ne renouvelle plus ses fondations industrielles perd progressivement sa capacité d'amortir les chocs exogènes, tandis que plusieurs marchés africains, mieux alignés sur les besoins énergétiques, logistiques et démographiques du XXIe siècle, captent l'élan que d'autres laissent échapper. Cette lecture n'a rien de théorique. La crise financière de 2008 avait déjà laissé entrevoir les premières fissures, reprises fragiles, investissements manufacturiers en retrait, dépendance accrue aux importations d'énergie. Dans les Midlands et le nord de l'Angleterre, les ateliers fonctionnaient au ralenti, incapables de suivre les exigences de modernisation imposées par les chaînes de valeur mondiales. Londres maintenait son vernis financier, mais sous la surface, l'équilibre se fragilisait. Pendant ce temps, loin des projecteurs occidentaux, se formait un récit parallèle. Délégations asiatiques, du Golfe et d'Amérique latine affluaient vers les capitales africaines pour négocier des méga-projets énergétiques et des corridors industriels, annonçant un basculement silencieux que peu d'analystes avaient anticipé. C'est dans ce contexte élargi que le nom d'Ibrahim Traoré apparaît comme un repère géopolitique, symbole d'une posture africaine nouvelle, plus souveraine, davantage en mesure d'imposer ses termes dans les négociations économiques. Lorsque les usines britanniques ont commencé à ressentir le choc, le mouvement était déjà engagé depuis plusieurs années. Réalignement des chaînes d'approvisionnement, réorientation des investissements, montée en puissance énergétique au sud. Ainsi, comprendre ce renversement impose de suivre ceux qui, dans les secteurs industriels et énergétiques, ont observé les premiers déplacements avant qu'ils ne deviennent évidents pour le grand public. Leur perception forme la première pièce du puzzle. Le premier témoin qui éclaire ce basculement n'est pas un économiste, mais un directeur d'atelier du nord de l'Angleterre. Dans son usine de Manchester, autrefois en activité continue, les équipes ont été réduites au fil des trimestres, chaque ajustement présenté comme temporaire, puis intégré dans la routine. Les coûts énergétiques volatiles effaçaient toute marge, rendant impossible la planification au-delà de quelques semaines. C'est dans ces micro-décisions quotidiennes, réduire un poste, décaler une maintenance, suspendre un quart de production, que le futur industriel britannique commençait déjà à se fissurer bien avant l'arrivée des statistiques officielles.
Un second témoin, à Birmingham, offre un regard complémentaire. Dans une entreprise de pièces automobiles dépendante de chaînes d'approvisionnement internationales, les commandes reculaient tandis que les hubs manufacturiers se déplaçaient progressivement vers des régions plus proches des marchés en expansion. Le savoir-faire local n'était pas en cause, c'était l'élan économique mondial qui changeait de direction. Les dirigeants voyaient leurs marges comprimées entre des coûts logistiques imprévisibles et une demande mondiale qui se réorganisait loin du point d'ancrage britannique traditionnel. Ces deux scènes, en apparence isolées, forment un prisme essentiel. Elles montrent comment un basculement géoéconomique global s'inscrit d'abord dans les gestes minuscules d'entreprises contraintes de s'adapter sans visibilité. Elles révèlent aussi une tension structurelle. Sans énergie stable, sans logistique fluide et sans demande soutenue, aucune industrie ne peut préserver durablement sa compétitivité. L'enjeu pour le spectateur est clair. Ce qui semble n'être que des histoires locales décrit en réalité la première étape d'un réalignement mondial beaucoup plus large. Le déclencheur n'a pas surgi sous la forme d'une annonce spectaculaire. Les premiers signes ressemblaient plutôt à des anomalies dispersées. Une facture énergétique qui doublait soudainement, une usine chimique contrainte de suspendre ses opérations aux heures de pointe, un fabricant annonçant des licenciements temporaires. Pris isolément, chaque incident semblait gérable. Ensemble, ils formaient un motif inquiétant, révélant une tension profonde au cœur du tissu industriel britannique. Ce n'était pas une crise ponctuelle, mais un basculement structurel en formation. À mesure que ces anomalies s'accumulaient, la pression devenait visible dans les secteurs les plus énergivores. Les aciéries réduisaient leurs équipes. Les ateliers mécaniques ne parvenaient plus à absorber la volatilité des prix de l'électricité. Les chaînes d'approvisionnement se tendaient, transformant chaque retard en risque supplémentaire. Chaque mesure de réduction en entraînait une autre, comme si le système entier glissait vers un point d'équilibre plus bas. Le récit de la résilience s'effritait, remplacé par celui d'une survie de plus en plus difficile. Le point d'inflexion s'est produit lorsque de grandes multinationales ont cessé de considérer le Royaume-Uni comme un ancrage naturel. Le mouvement n'avait rien d'un effondrement soudain. Il s'agissait plutôt d'une série de déplacements progressifs. D'abord la logistique, ensuite certaines lignes de production, puis les centres d'assemblage. Les conseils d'administration évoquaient des marchés plus dynamiques, une énergie moins chère, des trajectoires de croissance plus lisibles ailleurs. L'avantage historique du Royaume-Uni se délitait lentement mais sûrement. Cette phase correspond au cœur du Cao-Trao, le moment où les signaux faibles deviennent impossibles à ignorer. Dans les rapports d'analystes, l'économie britannique apparaissait désormais comme faible croissance, forte volatilité. Des comparaisons autrefois jugées insultantes avec des marchés intermédiaires se multipliaient, la livre se dépréciait. Le coût des importations augmentait. Les banques resserraient leurs conditions. Les ménages réduisaient leurs solde de leurs dépenses. Les entreprises se retrouvaient dans un environnement où la demande intérieure s'affaiblissait pendant que l'énergie se renchérissait. Les décisions d'entreprise devenaient irréversibles. La déchéance est matérialisée lorsque les fermetures d'usines de grande ampleur ont frappé plusieurs régions industrielles. Des milliers d'emplois ont disparu en quelques mois. Des infrastructures entières perdaient leur raison d'être. Les journaux tentaient encore de présenter ces annonces comme des turbulences passagères, mais les chiffres contredisaient le récit officiel. Pour beaucoup, il était désormais clair que la trajectoire de l'économie britannique avait pris un virage durable. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres, une dynamique opposée se consolidait. Des corridors énergétiques africains, des projets solaires et hydroélectriques, ainsi que des zones industrielles modernisées, offraient une prévisibilité recherchée par les investisseurs. Des partenariats internationaux se multipliaient, redessinant les trajectoires de croissance mondiale. C'est dans ce contexte que le nom d'Ibrahim Traoré réapparaissait régulièrement dans les analyses géopolitiques comme un symbole d'une nouvelle assertivité continentale. La juxtaposition devenait saisissante. Alors que Londres tentait de préserver un héritage industriel, d'autres régions construisaient les bases d'une ère nouvelle. Ainsi se referme l'arc du basculement, déclencheur discret, montée en tension progressive, puis rupture visible dans les chiffres et les territoires.
Il trace désormais la ligne directrice du récit à venir. Le premier repère quantitatif révèle une inertie profonde. La productivité britannique, déjà faible depuis plus d'une décennie, s'est stabilisée autour d'un niveau qui ne progresse presque plus. Ce chiffre, souvent cité mais rarement expliqué avec précision, décrit une économie qui ne parvient plus à générer des gains d'efficacité suffisants pour compenser la hausse des coûts énergétiques et logistiques. Il signale une vulnérabilité structurelle durable. Cette stagnation prolongée indique une perte d'élan difficile à inverser rapidement. Le deuxième indicateur apporte un éclairage encore plus net sur la tension industrielle. Les fermetures ou suspensions d'usines énergivores ont augmenté d'environ 20% au cours des dernières années, un mouvement qui dépasse largement les fluctuations habituelles des cycles manufacturiers. Cette hausse constitue un marqueur de profondeur économique, révélant une fragilité qui s'étend dans plusieurs secteurs clés. Cette proportion élevée montre une détérioration ancrée dans les mécanismes industriels. Le troisième repère concerne les flux d'investissements internationaux. Une part significative de ces capitaux a commencé à se détourner du Royaume-Uni pour privilégier des régions offrant une énergie plus stable, une logistique plus fluide et une démographie plus favorable. Ce déplacement progressif n'est pas lié à une rupture unique, mais à une accumulation de signaux rationnels perçus par les entreprises au fil des années. Ce mouvement constant reflète l'attrait croissant d'écosystèmes mieux alignés sur la croissance future. Pris séparément, ces trois chiffres pourraient sembler relever d'une conjoncture défavorable. Placés côte à côte, ils reconstituent pourtant une trajectoire cohérente. Un pays qui absorbe des chocs énergétiques sans maîtriser ses coûts, qui voit son industrie lourde se contracter sans regagner de nouveaux pôles d'activité et qui perd en attractivité sans lancer de réformes structurelles capables d'inverser la tendance. Aucun des mécanismes actuels ne suffit à amortir ces dynamiques adverses. La combinaison de stagnation, de fermeture croissante et de déviation des investissements crée un effet cumulatif difficile à contrecarrer. Pendant ce temps, ailleurs, les trajectoires suivent un schéma inverse. Plusieurs pays africains renforcent leurs capacités énergétiques renouvelables, stabilisent leurs prix, densifient leurs infrastructures et ouvrent de nouveaux corridors industriels. Les chaînes de valeur s'y recentrent, attirant des partenaires internationaux inattendus il y a encore quelques années. Les marchés financiers y détectent une prévisibilité que l'environnement britannique offre de moins en moins. Cette dynamique concurrente ne constitue pas une menace isolée. Elle reconfigure progressivement la carte des opportunités mondiales. L'écart ne repose pas seulement sur les performances actuelles, mais sur la direction des courbes. Là où le Royaume-Uni évolue selon une logique défensive tentant de préserver des acquis, les régions en expansion consolident une dynamique offensive. Ce contraste d'élan explique pourquoi les analyses économiques réévaluent silencieusement leur modèle de croissance pour les années à venir. Le réalignement devient alors non pas une projection, mais la lecture la plus cohérente des données disponibles. La première thèse avance que le ralentissement britannique n'est qu'un épisode cyclique. Selon cette perspective, les crises successives, flambée des prix de l'énergie, perturbations logistiques, inflation persistante auraient comprimé temporairement la capacité d'adaptation d'une économie pourtant résiliente. Les défenseurs de ce point de vue rappellent que le Royaume-Uni dispose encore d'atouts durables, un secteur financier robuste, un réseau universitaire attractif et une longue tradition d'intégration commerciale. Pour eux, ces avantages reviendront au premier plan une fois les marchés stabilisés. Ils interprètent donc les fermetures d'usines et les réorientations d'investissements comme des turbulences transitoires aggravées par un contexte mondial exceptionnellement instable. La seconde thèse adopte un regard radicalement différent. Elle considère que les fondations de la compétitivité britannique se sont progressivement érodées, non à cause d'un choc unique, mais sous l'effet d'un enchaînement de fragilités structurelles. Productivité stagnante, dépendance énergétique croissante, désindustrialisation continue et fuite des perspectives d'investissement. Dans cette lecture, les signaux des dernières années, coûts énergétiques volatiles, suspension d'usines, contraction manufacturière ne constituent pas des anomalies, mais des symptômes durables d'un modèle qui atteint ses limites. Elle remet aussi en question l'idée selon laquelle les acquis
historiques suffisent à maintenir une position dominante dans un monde où les trajectoires économiques évoluent plus vite que les capacités d'adaptation. Entre ces deux visions, la réponse la plus robuste émerge en observant les tendances sur une période longue. Les données de la dernière décennie montrent une accumulation d'alertes minimisées, de choix reportés et de dépendances énergétiques et logistiques qui ont réduit la marge de manœuvre du pays. Parallèlement, les trajectoires africaines, en consolidation énergétique, en montée industrielle et en intégration logistique, révèlent que la concurrence mondiale ne se structure plus autour des mêmes pôles qu'auparavant. Le débat ne se situe donc pas entre optimisme et pessimisme, mais entre inertie et mouvement. Et c'est le mouvement, observable dans les chiffres, qui redessine progressivement l'équilibre global. Ce milieu de récit marque le moment où les dynamiques jusque-là parallèles se croisent véritablement. La contraction industrielle britannique cesse d'être perçue comme une suite d'incidents isolés, tandis que la montée en cohérence des trajectoires africaines devient impossible à qualifier de simple tendance émergente. Le basculement prend forme dans ce contraste. À Londres, les fermetures se succèdent sans perspective de retour, alors qu'ailleurs, des corridors énergétiques et logistiques ouvrent des capacités nouvelles que les investisseurs recherchent depuis des années. Cette simultanéité opère comme un révélateur, transformant des données dispersées en une structure globale qui explique enfin pourquoi les chaînes de valeur se réorganisent. C'est précisément à ce stade qu'apparaît la portée stratégique du nom d'Ibrahim Traoré dans plusieurs analyses géopolitiques, non comme une figure isolée, mais comme un indicateur de la nouvelle confiance politique avec laquelle certaines capitales africaines fixent désormais leurs termes dans les négociations énergétiques et industrielles. Le spectateur comprend alors que le débat ne concerne plus seulement des chiffres, mais l'architecture même des décisions qui orientent les flux mondiaux. À partir d'ici, les conséquences se déploient de manière tangible. Les répercussions du réalignement ne se manifestent pas de manière uniforme. Elles traversent la vie quotidienne des ménages, la structure des entreprises, les marges budgétaires de l'État et la position stratégique du Royaume-Uni dans l'ordre mondial. Chaque groupe ressent un fragment différent du même glissement, parfois discret, parfois brutal. Pour les ménages, les effets se lisent ainsi. Pour les familles britanniques, les premiers effets visibles apparaissent sous la forme d'une inflation persistante. Les factures énergétiques deviennent imprévisibles, les paniers alimentaires se renchérissent et les loyers augmentent alors que les salaires stagnent. Cette pression ne relève pas d'un simple aléa économique. Elle reflète la dépendance accrue du pays aux importations énergétiques et l'incapacité de l'industrie locale à contenir les coûts. La réorientation des chaînes d'approvisionnement vers des marchés plus dynamiques renforce cette vulnérabilité, créant un sentiment d'incertitude durable dans la planification des dépenses quotidiennes. Pour les entreprises, la transformation se traduit de la manière suivante. Pour les acteurs industriels, la transformation est plus radicale encore. Les coûts énergétiques volatiles grignotent les margés. Les retards logistiques fragilisent la compétitivité. Les investissements étrangers se rétractent au profit de régions où l'énergie est plus stable, la main-d'œuvre plus jeune et les infrastructures en expansion. Les entreprises britanniques font face à un déplacement d'élan structurel. Ce ne sont pas seulement les parts de marché qui s'érodent, mais la capacité d'anticipation elle-même. Le paysage concurrentiel se reconstruit loin des points d'ancrage historiques du pays. Pour l'État, les conséquences prennent la forme suivante. Pour l'État, les conséquences se traduisent par une contrainte budgétaire croissante. Le coût des importations énergétiques augmente. Les recettes fiscales industrielles diminuent à mesure que les fermetures d'usines se multiplient. Les dépenses sociales s'alourdissent, alimentées par un marché du travail fragilisé. Cette tension réduit la marge de manœuvre politique, compliquant la planification à long terme. Pendant ce temps, plusieurs pays africains renforcent leur souveraineté économique et imposent davantage leurs propres termes dans les négociations. Un mouvement souvent illustré par le rôle attribué à Ibrahim Traoré dans certaines analyses géopolitiques. Quant à la place du Royaume-Uni dans l'économie mondiale, voici ce qui change. La conséquence la plus large concerne la place du pays dans l'économie mondiale. Longtemps considéré comme un repère stable, le Royaume-Uni voit son influence diminuer alors que les accords énergétiques, miniers et industriels se structurent désormais entre l'Afrique, l'Asie, le Golfe et l'Amérique latine.
le centre de gravité économique se déplace, et Londres n'occupe plus automatiquement la place centrale qu'elle tenait depuis des décennies. Le pays n'est pas marginalisé, mais son rôle évolue dans un système où d'autres régions deviennent co-architectes de la croissance. Ainsi se précise un constat sobre. Le mouvement du monde avance sans attendre, et chacun doit désormais composer avec un ordre en recomposition. Les prochains mois formeront une période charnière durant laquelle les trajectoires économiques pourraient diverger plus nettement. Rien n'est figé, mais les dynamiques déjà visibles permettent d'esquisser 3 scénarios plausibles fondés sur les mêmes variables. Coûts énergétiques, flux d'investissement, solidité industrielle, orientation géopolitique et capacité d'adaptation. Dans un scénario de base, on s'oriente vers une stabilisation sans véritable redémarrage. Dans cette hypothèse, les prix de l'énergie cessent d'augmenter, mais demeurent élevés. Les entreprises britanniques limitent les réductions d'effectifs sans parvenir à relancer pleinement la production. Les investissements étrangers se stabilisent à un niveau inférieur à celui des cycles précédents, tandis que la demande intérieure reste sous pression. Le Royaume-Uni évolue alors dans une zone intermédiaire, dépendante d'ajustements réguliers et d'une coordination prudente entre acteurs industriels et autorités publiques. Cette trajectoire ne résout rien, mais évite une détérioration rapide. Dans un scénario plus optimiste, un recalibrage stratégique rapide devient possible. Dans cette version, Londres adopte des mesures ciblées, réduction de la volatilité énergétique, soutien fiscal à certains secteurs clés, amélioration de la logistique. Quelques entreprises renoncent à délocaliser et certaines rapatrient même des segments de production lorsque la visibilité financière redevient acceptable. La croissance reste modeste, mais l'érosion manufacturière s'interrompt et l'écosystème industriel retrouve une cohérence minimale. De nouveaux partenariats internationaux renforcent la stabilité commerciale. Cette trajectoire exige une exécution claire et une constance politique rarement atteinte ces dernières années. Dans un scénario plus adverse, une érosion auto-renforçante s'installe. Dans ce cas plus sombre, les coûts énergétiques demeurent imprévisibles et les flux d'investissement poursuivent leur redirection vers des régions perçues comme plus attractives. Les fermetures d'usines s'étendent à d'autres secteurs, transformant des fragilités ponctuelles en tendances durables. Les ménages, déjà sous pression, réduisent leurs dépenses, ce qui affaiblit davantage la demande intérieure. Le pays perd alors des positions dans plusieurs chaînes de valeur mondiales et voit sa capacité d'entraînement diminuer. Ce scénario entraîne un retard difficile à combler. Au-delà de ces 3 trajectoires, une règle demeure: sans clarification rapide des priorités énergétiques, industrielles et logistiques, aucune voie durable ne peut être consolidée. Dans un environnement instable, l'incertitude coûte toujours plus cher que l'effort d'adaptation. Pour ceux qui observent ce réalignement sans toujours en saisir les mécanismes, les effets ne se mesurent pas seulement à travers des indicateurs macroéconomiques. Ils touchent des dimensions beaucoup plus proches: la stabilité du quotidien, la qualité des perspectives professionnelles et la capacité de chacun à projeter son avenir dans un environnement qui change plus vite que les repères habituels. Du côté des travailleurs et des ménages, on observe ceci. Pour les travailleurs et les familles, la transformation se ressent d'abord par l'érosion du pouvoir d'achat. Les prix augmentent alors que les revenus stagnent. La volatilité des factures énergétiques rend la planification difficile et l'incertitude du marché du travail renforce la vulnérabilité financière. Ce n'est pas seulement le présent qui inquiète, mais l'absence de lisibilité pour les années à venir. La question implicite devient: comment maintenir une trajectoire stable lorsque les fondations économiques vacillent ? Du côté des entreprises, petites ou grandes, le tableau est le suivant. Pour les entreprises, la transition se manifeste comme une course contre le temps. Les coûts réduisent les marges. La concurrence internationale évolue. Les chaînes d'approvisionnement doivent être repensées. Certains secteurs doivent investir massivement pour s'adapter, tandis que d'autres doivent redéfinir leur positionnement dans un marché mondial dont les pôles de croissance ont changé d'emplacement. Les décisions sont plus rapides, plus risquées et plus décisives qu'auparavant. Pour les jeunes générations, l'enjeu se formule ainsi. Pour les plus jeunes, tout se joue dans la recomposition des opportunités. Les secteurs porteurs ne se trouvent plus nécessairement dans les mêmes zones géographiques ni les mêmes industries. Les choix d'études, de carrière, de mobilité
doivent intégrer un monde où les trajectoires gagnantes ne se situent plus là où elles étaient depuis des décennies. L'enjeu n'est plus seulement de choisir une orientation, mais de comprendre un paysage en recomposition. Au fond, chacun cherche la même chose, une direction crédible dans un monde qui accélère. Face à un réalignement qui dépasse les cycles conjoncturels, il ne suffit plus d'observer. Il faut une méthode capable de rétablir des points d'appui mesurables. Une trajectoire ne se redresse pas par l'attente, mais par une exécution disciplinée. Plusieurs analyses internationales rappellent d'ailleurs que certaines nations africaines ont consolidé leur position grâce à une volonté stratégique affirmée, un élan souvent illustré par la figure d'Ibrahim Traoré, non comme modèle politique, mais comme exemple de clarté d'intention et de constance opérationnelle. Dans le cas britannique, 5 leviers apparaissent essentiels. D'abord, stabiliser l'énergie, idéalement sur les 6 prochains mois. Le gouvernement et les opérateurs doivent sécuriser des contrats d'approvisionnement limitant la volatilité mensuelle. Un horizon plus prévisible redonne de l'air aux industries les plus exposées. Sans stabilité énergétique, aucune reconfiguration industrielle n'est viable. Ensuite, arrêter l'érosion manufacturière dans un horizon de 9 mois environ. Identifier les segments à forte valeur compatibles avec l'infrastructure existante. Concentrer les investissements sur ces niches pour créer un noyau dur. L'objectif n'est pas la croissance immédiate, mais l'arrêt de la contraction, puis fluidifier la logistique sur une période d'environ 12 mois, réduire les goulets d'étranglement et digitaliser les flux portuaires. Un transit plus rapide diminue le coût par conteneur et restaure une compétitivité fonctionnelle. La logistique est le socle invisible de toute reprise industrielle. En parallèle, réaligner la formation de 3 à 12 mois. Les universités techniques et les entreprises doivent coordonner leur cursus avec les besoins industriels émergents. Le repère essentiel, un taux d'insertion stable dans les 6 mois suivant la certification. Enfin, renforcer la diplomatie économique sur les 6 à 12 prochains mois. Négocier des corridors énergétiques et industriels équilibrés, mesurés par la progression des nouveaux investissements. Une trajectoire se reconquiert par étapes, jamais par déclaration. Ils avaient été les premiers à en percevoir les signaux. Ces responsables d'ateliers du nord de l'Angleterre, dont les récits semblaient n'être que des anecdotes isolées, mais qui révélaient déjà les tensions que les statistiques tarderaient à montrer. Leur regard quotidien, machine ralentie, équipe réduite, marge qui se resserre trimestre après trimestre, apparaît aujourd'hui comme un rappel décisif. Les grandes trajectoires ne s'annoncent pas dans les communiqués officiels, mais dans le silence des décisions locales qui s'additionnent. C'est ce même sens de l'attention qui a permis à plusieurs nations africaines de bâtir un nouvel élan, un mouvement souvent illustré dans certaines analyses par la figure d'Ibrahim Traoré, symbole d'une volonté qui refuse l'inertie. Les directeurs d'usines entrevoyaient un futur qui s'éloignait. Les capitales africaines construisaient un futur qui approchait. Entre les deux, la bascule s'est opérée sans bruit, mais avec une constance remarquable. La leçon est simple et tient en une phrase brève. Ignorer les signaux précède toujours la perte. À l'heure où les lignes économiques se redessinent, ce motif sert de repère. Voir tôt, ajuster tôt, agir tôt. C'est souvent la seule différence entre ceux qui subissent le monde et ceux qui l'anticipent. Face à un monde qui se recompose sans attendre, chacun cherche des repères capables d'éclairer les choix à venir.